venait à l'esprit, c'était chercher la petite bête. Dans le sens où ce qu'on fait, à plus forte raison quand on travaille sur les insectes, c'est qu'effectivement on est amené à chercher les petites bêtes, à regarder soit directement sur les arbres, dans les arbres, sur les feuilles, dans les feuilles, sur le sol, où est-ce qu'il y a des insectes et comment. Et après, d'un point de vue plus figuré, chercher les petites bêtes dans le sens ne pas forcément toujours se satisfaire des questions simples et des réponses simples, mais creuser un petit peu plus loin pour vraiment décortiquer des mécanismes et apporter des réponses à ça. Donc ça, effectivement, qu'est-ce que c'est qu'être chercheur? De manière très générale, je pensais que ça peut répondre à la question. L'autre façon de voir les choses, c'est aussi très concrètement, qu'est-ce qu'on fait quand on est chercheur? Typiquement, il y a une question qui est posée, par exemple, pourquoi est-ce que cet arbre là-bas est attaqué par des insectes alors que celui à côté ne l'est pas? La première chose qu'on fait, si je vous posais la question, par exemple, qu'est-ce que tu ferais? C'est, tu me diras, je réfléchis, qu'est-ce que je sais sur les insectes, qu'est-ce que je sais sur les arbres, et en quoi ça peut répondre à la question. Et puis vite, on se rend compte qu'on est limité, qu'on n'a pas toutes les réponses. Première chose, Google, Google est notre ami, on va chercher l'information, et là on se rend compte qu'on n'a pas toute l'information nécessaire. Et la spécificité du travail de chercheur, je dirais que c'est justement quand on bute sur un problème parce qu'on n'a pas l'information, c'est à nous de la trouver, c'est à nous de créer cette connaissance. Donc pour ça, on a plusieurs outils à notre disposition, de l'expérimentation, de la modélisation, de l'analyse de données, pour justement répondre aux questions qui n'ont pas encore été résolues. Et une fois que c'est fait, bon, c'est bien, on est content, on est satisfait, mais il y a un minimum de services après-vente à assurer dans la mesure où, à l'INRA en particulier, on est dans un institut public, on est financé sur des fonds publics. Donc ce service après-vente, ça veut dire transmettre et diffuser l'information, la connaissance qu'on a pu créer. Donc ça passe par des conférences, ça passe par la rédaction d'articles très spécialisés. Et l'autre particularité que l'on a, à plus forte raison à l'INRA, c'est qu'on a une vocation à faire une recherche, je dirais pas appliquée directement, mais au moins finalisée. C'est-à-dire qu'on travaille sur des modèles d'études qui, à terme, pourront avoir une application directe. Donc nous ici, en termes de forêt, qui pourront avoir une application pour la gestion, pour la sylviculture, pour la production de bois. Donc voilà, les trois aspects. Qu'est-ce que c'est qu'être chercheur? Qu'est-ce que c'est qu'être chercheur à l'INRA? Et aujourd'hui, je pense que c'est ça, c'est trouver de l'information, rendre cette information accessible, et ensuite permettre qu'une fois qu'elle est accessible, elle soit utilisée par un gestionnaire ou par un sylviculteur. Parce qu'on en a envie, parce qu'on se donne les moyens d'eux, et aussi parce qu'on a un petit peu de chance à un moment donné pour arriver à franchir les différentes étapes. Après, d'un point de vue très concret, pour devenir chercheur, il faut une thèse, et une thèse, c'est 8 ans d'études après le bac. Alors en général, ça fait peur, et c'est vrai que quand on dit ça à des collégiens, à des lycéens, ou même pire à leurs parents, ah mon Dieu, 8 ans d'études, c'est terrible, j'ai pas envie de passer 8 ans sur les bancs de l'université. Et alors, à ça, en général, j'essaie de tordre le cou à cette idée-là, parce que oui, c'est 8 ans d'études, mais en réalité, c'est, disons, 4 ans sur les bancs de l'université, et ensuite, c'est quelques années de plus, beaucoup dans la pratique, avec un vrai emploi et un vrai salaire. Donc très concrètement, il y a 3 ans d'études minimum après le bac pour avoir une licence. Mettons qu'on veuille faire de l'écologie, c'est 3 ans d'études en biologie et en écologie. Une 4e année de master, première année de master, qui est encore plus spécialisée sur les questions qui intéressent en écologie ou en biologie. Et ensuite, on arrive à un bac plus 4. Une dernière année qui est divisée en 2 parties, ça c'est le master 2, disons un semestre de cours théoriques, et ensuite 6 mois de stage. Donc c'est vraiment pendant ces 6 mois de stage qui se font normalement dans un laboratoire de recherche, où on peut apprécier ce que c'est que le travail de recherche et si on est intéressé par ça ou non. À l'issue de ces 6 mois-là, on obtient le master, on est très content, on a bac plus 5, c'est un beau diplôme. Il faut faire une thèse. Donc ça veut dire trouver un sujet qui nous intéresse, trouver quelqu'un qui veuille bien encadrer ce sujet, et si l'adéquation entre celui qui demande et celui qui propose se fait, on peut commencer cette thèse-là. À partir de ce moment-là, on est toujours étudiant, il y a toujours des réductions au cinéma, c'est très bien, mais on est salarié à plein temps, salarié de l'INRA, ce qui veut dire qu'on est un travailleur comme un autre finalement, on réalise le même travail qu'un chercheur, mais à un niveau, disons, inférieur dans la mesure où il y a toujours des choses à apprendre. Donc voilà, pour devenir chercheur, c'est au minimum, c'est 4 ans théoriques, une année un peu plus pratique du stage,
et 3 ans de thèse. Et ensuite, on peut commencer à aller taper à la porte des différents instituts pour voir s'il y a des postes qui nous conviennent. Mais avant d'avoir la chance d'obtenir un poste de manière permanente ou définitive, il y a souvent un passage à faire par des laboratoires étrangers, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, qui permettent de compléter la formation et de voir d'autres choses, d'autres façons de travailler. C'est toujours très positif aussi pour pour prendre un poste ensuite. En fait, je m'intéresse aux insectes herbivores qui causent des dégâts sur les arbres. Donc par exemple, ici un pas maritime, un exemple emblématique d'insecte herbivore qui cause des dégâts, c'est la chenille processionnaire. Donc c'est ça qu'on étudie. Mais plus spécifiquement, je cherche à comprendre comment est-ce que des mélanges d'espèces d'arbres pourraient conférer une plus grande résistance, au contraire une plus grande susceptibilité vis-à-vis des insectes herbivores. Donc pour ce faire, il y a ce dispositif expérimental qui a été mis en place en 2008. En fait, c'est un ensemble de 250 parcelles sur lesquelles on a planté soit, comme dans cette parcelle où on est, des mélanges d'essences. Donc vous avez ici du chêne vert, ici un chêne pédonculé, derrière moi on a un bouleau et ici un pas maritime. Et ce que l'on fait, c'est qu'on compare les dégâts sur les pins maritimes dans ces parcelles-là par rapport à des dégâts toujours sur le pin maritime dans les parcelles comme celles que vous avez derrière, où la diversité des arbres est le plus réduite. Donc ça, c'est une grosse partie du travail. Après, c'est pas déconnecté non plus des applications qu'il pourrait y avoir, dans la mesure où si on s'intéresse aux dégâts que causent les insectes sur les arbres, c'est aussi parce que ça induit une mortalité ou une perte de croissance. Donc on essaie aussi de relier les dégâts à la croissance des arbres. Donc on a un petit ménage à trois, où on a d'un côté la croissance des arbres, de l'autre côté la diversité des arbres, et par-dessus tout ça on rajoute des insectes, et on essaie de voir si la diversité des arbres en forêt a un effet direct sur la croissance et indirect via la réduction ou l'augmentation des dégâts par les insectes herbivores.